Bienvenue dans le podcast Le Chemin des Passions, un rendez-vous avec des entrepreneurs inspirants déterminés à concrétiser leurs rêves. Le Chemin des Passions est un podcast qui vous invite à faire connaissance avec des entrepreneurs engagés aux multiples talents qu'ils mettent au service des autres. Il est né de mon intention de vous permettre de rencontrer à votre tour des personnes inspirantes qui donnent un sens à ce qu'elles font pour le bien commun. Des échanges qui peuvent vous apporter des pistes de réflexion sur votre manière d'aborder votre façon d'entreprendre et vos rêves. Au gré de leurs anecdotes, vous serez embarqués sur la route qu'ils ont empruntée pour créer un environnement professionnel aligné avec leurs valeurs. Je suis Rim Arfaoui, experte en marketing digital, fondatrice de Nidraland. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'ai toujours voulu réaliser mes rêves et je suis plutôt douée pour ça. Voici la première phrase que Nathalie Valmarie, la fondatrice de Louise Carmen, m'a dite. Mon amour pour les carnets m'a amené à découvrir cette marque pendant le premier confinement. Je regardais Victoire, sa fille, préparer les commandes et je découvrais le processus de personnalisation. Alors la personnalisation, c'est une autre de mes passions. Je personnalise énormément, que ce soit pour moi ou lorsque j'offre des cadeaux. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est donc sans surprise que j'ai mis sur ma wishlist ce carnet d'une vie, comme Nathalie l'appelle, que je me suis offerte au mois de mars dernier, après une grosse période de travail, un peu comme une récompense. J'ai donc voulu recevoir Nathalie. Notre échange a duré assez longtemps. J'avais énormément de questions et Nathalie a été très généreuse dans ses réponses. J'ai hésité à vous faire cet épisode en 2 parties et puis je me suis dit que j'allais vous laisser la liberté de l'écouter à votre rythme et de choisir vos 2 parties vous-même ou peut-être pas, peut-être que vous l'écouterez d'une traite. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans l'univers de Nathalie, bienvenue dans cette entreprise familiale où les carnets sont les carnets d'une vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci pour votre soutien, merci pour votre écoute et sans plus tarder, je vous laisse avec notre conversation. Bonjour Nathalie. Bonjour Rim. Merci et bienvenue sur le podcast Le Chemin des Passions. Je suis ravie de vous recevoir. Merci de m'avoir invitée. Avec grande joie. Merci à vous d'avoir accepté. Je connais bien vos carnets. Je suis une amoureuse de votre lieu au passage du Grand Cerf. Et donc, j'ai toute une liste de questions pour vous qu'on va pouvoir Ça tombe bien, on a du temps, donc je vais essayer d'y répondre au mieux. Ah, c'est parfait. Alors écoutez, pour commencer, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter pour nos auditeurs. Qui est Nathalie? Alors, Nathalie, plusieurs personnes à la fois. Donc, je suis une maman, mais mes filles sont grandes, donc je n'ai plus la charge d'éducation qu'on peut avoir quand on a des enfants en bas âge, mais je reste une maman quand même, puisque voilà, une maman toute sa vie. Je suis également une épouse, puisque je suis mariée avec mon mari avec lequel je vis depuis qu'on a 18 ans. Donc ça fait maintenant 40 ans qu'on vit ensemble C'est et beau. qu'on fait partenaire in crime, comme on dit, qu'on fait tout un tas de choses ensemble tous les deux, parce qu'on adore faire des choses tous les deux ensemble. Et après, je suis chef d'entreprise puisque j'ai créé la marque Louise Carmen, qui est une marque de carnet de notes hautement personnalisable, qu'on peut personnaliser avec tout un tas de choses, des bijoux, des gravures, voilà. Voilà, en gros, je suis ça et puis plein d'autres choses également, hein, J'imagine. passionnée de plein de choses, donc Alors voilà. justement, on va commencer par votre parcours. Vous disiez que vous, voilà, avant de devenir maman et chef d'entreprise, vous avez votre parcours. Du coup, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler de votre parcours avant de lancer Louise Carmen? Alors avant de lancer Louise Carmen, j'ai fait pas mal de choses. Surtout, c'est que je me suis attachée à aller au bout de mes rêves, en fait. C'est quelque chose de très important pour moi. D'ailleurs, le blog de Louise Carmen s'appelle Donnez vie à vos rêves, puisque je suis toujours assez touchée de voir des gens qui disent je vais faire ceci, je fais cela, mais qui ne le feront jamais, en fait. Un jour, j'apprendrai la guitare, un jour, j'irai en Chine, et ça ne se fait jamais. Et je trouve que c'est assez triste parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et c'est maintenant qu'il faut faire les choses, hein, ça passe très vite. Et les choses, il faut les faire parce qu'après, on finit avec des regrets. Donc oui, quand je suis rentrée en école de commerce, juste avant d'entrer, donc pendant le concours, on m'a demandé ce que je voulais faire et j'ai dit que je voulais faire 3 choses. C'était écrire des livres, je voulais travailler dans la mode et je voulais voyager. Voilà. Et on m'a dit, mais tout le monde, le jury m'a dit, tout le monde veut faire ça. Et j'ai dit, oui, mais moi,
je le ferai. Et donc, je me suis attachée. Je me suis attachée à faire toutes ces choses-là jusqu'à présent, en fait. Et j'ai encore plein d'autres projets à réaliser. Et donc, j'ai écrit des livres puisque j'ai écrit une douzaine, quinzaine de livres avec les best-of aux éditions de La Martinière. Donc, c'était des livres de lifestyle, cuisine, un peu de déco, voilà, des livres c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé cette période-ci. J'ai également voyagé beaucoup. Mon mari, même quand on avait que quelques euros, on partait, on était étudiants, on avait 18-19 ans, on partait avec la voiture et on dormait dans la voiture, on dormait dans des campings les moins chers possibles. On a fait tout un tas de voyages tous les deux. On adore voyager, découvrir de nouvelles cultures et rencontrer de nouvelles personnes. Et notamment, on est parti un an en voyage avec nos deux filles, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer la marque Louise Carmen. J'ai travaillé dans la mode puisque j'ai travaillé chez Cacharel à mes tout débuts. Et vous faisiez quoi là-bas, chez Cacharel? Chez Cacharel, j'étais responsable de l'école de formation pour les boutiques et pour les commerciaux et les licenciés à l'international. J'ai quitté Cacharel pour me marier avec mon mari qui était déjà mon fiancé, mais on était tous les deux séparés, très très tristes d'être loin de l'autre. Donc j'ai quitté Cacharel, on s'est mariés et on a eu notre première fille, voilà, Victoire, qui travaille avec nous maintenant et qui a grandi, qui est grande. Donc vous avez d'abord commencé par Cacharel, puis vous avez écrit des livres en fait de manière un peu Non, chronologique. Comment sont non. arrivées les choses? Alors, de façon chronologique, j'ai commencé par faire un LEA à l'Université du Mirail à Toulouse. Dès la première année, je me suis dit, bon, si tu continues en LEA, tu vas pas pouvoir faire grand-chose dans ta vie, en fait, parce que je trouvais que c'était un peu trop abstrait. Je me suis dit, il va falloir faire une école de commerce. Donc, j'ai fait un emprunt parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir une école de commerce que j'ai remboursée pendant 10 ans, qui m'a coûté très très cher. J'empruntais pour tout, pour manger, pour tout, pour me loger. Bon, bref, j'ai fait un très gros emprunt qui m'a permis de rentrer chez Cacharel directement dès mon stage de dernière année. Je suis rentrée chez Cacharel directement. Après, donc, j'ai rejoint mon mari qui voulait reprendre l'entreprise de ses parents, qui voulaient prendre leur retraite. Donc, c'était une entreprise de confection de chemises. On savait que c'était pas voué à un bon futur puisque c'était l'époque de toutes les délocalisations. Mais on s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer de faire quelque chose. Il y avait 70 emplois. Et on s'est dit, on va essayer de maintenir les 70 emplois en France. On n'y est pas arrivé. Je vous donne la fin directe. Je spoil. On s'est beaucoup battu et les forces étaient trop fortes pour faire qu'on puisse continuer à maintenir un atelier de fabrication en France, puisque la concurrence externe était beaucoup trop importante. Donc voilà, on a dû arrêter. Et c'est là que j'ai eu du temps, parce que j'avais très peu de temps en fait pour moi, on travaillait beaucoup. Et j'ai eu cette idée d'écrire un livre de cuisine, puisque quand on avait cet atelier de confection, je passais beaucoup, beaucoup de temps à travailler. Et le seul temps que j'avais avec Victoire, donc avec notre fille, c'était les temps pour préparer les repas. Et donc on avait inventé tout un tas de petites recettes, toutes les deux. Et j'avais pas conscience qu'on avait inventé toutes ces choses-là ensemble. Et un jour, là, une copine à elle est venue à la maison avec sa maman, qui est une super amie à moi. On s'est dit, ah, on pourrait faire, c'était le cappuccino aux fraises. C'était il y a plus de 20 ans, hein. Donc c'était des choses qui se faisaient pas en fait. On était encore dans une cuisine assez classique. Puis on pourrait faire, je sais plus ce qu'elle avait dit, bon, tout un tas de choses qu'on faisait. Et ma copine elle me dit, mais c'est génial toutes ces recettes que vous avez toutes les deux. Tu devrais en faire un livre. Et je me suis dit, bah tiens, c'est pas bête. Je vais en faire un livre. Donc allez, on y va. Ne soyons Super. pas. C'est comme ça que le premier a vu le jour. J'ai commencé par voir un premier éditeur. J'habitais à Carcassonne. On est toujours à Carcassonne d'ailleurs. Et j'ai vite compris que si j'écrivais pas le livre tel que je le voyais, jamais je n'arriverais à me faire publier parce que j'étais à Carcassonne, j'étais pas à Paris, je connaissais personne. Personne ne me connaissait et que donc il me publierait pas en fait. Donc j'ai pris un logiciel que je ne connaissais absolument pas et j'ai essayé de faire une mise en page. J'ai fait des photos, c'était le tout début hein, des appareils photo numériques. J'ai pris des photos et j'ai fait une mise en page. J'ai fait une couverture et je l'ai envoyée par la poste, puisqu'à l'époque,
les éditeurs ne regardaient pas encore leurs mails. Je l'ai envoyé par la poste à 5 éditeurs et les 5 m'ont contacté tout de suite, ils ont voulu me rencontrer. Et du coup, j'ai pu choisir l'éditeur. C'était les éditions Minerva, qui font partie du groupe de la Martinière, Le Seuil, et j'ai travaillé avec eux. J'ai fait tous mes livres avec eux. J'ai commencé comme ça, en fait, et j'ai beaucoup aimé cette période. C'était assez agréable. C'est beaucoup de travail, hein, d'écrire des livres de cuisine, on dirait pas comme ça. Et puis, c'était avant la mode, toute cette mode-là, des émissions de cuisine, des livres de cuisine, donc c'était assez sympathique. Et moi, je ne voulais pas une recette et une photo, je voulais que ce soit quelque chose de très vivant avec plein de photos. Donc, ils avaient utilisé les photos que j'avais faites avec mes filles et qui étaient un peu merdiques, mais je pense que le directeur artistique était très très bon. Il a réussi à rattraper un peu le coup. Et ils m'ont envoyé une photographe qui s'appelle Laurence Mouton, qui est venue passer 15 jours à la maison, avec laquelle j'ai fait toutes les photos. Elle était intégrée à la famille, quoi. Elle a passé 15 jours. Et du coup, on avait quelque chose de très vivant, et ça s'appelait Génial, je cuisine avec maman. Et le livre pour les papas s'appelait Génial, on popote avec papa. Donc, j'ai sorti ces 2 premiers livres, qui étaient un peu trop en avance par rapport à notre temps. Aujourd'hui, ça, c'est un peu plus normal. Puis après, j'en ai écrit plusieurs autres avec les éditions de La Martinière. Et j'ai bien aimé cette période jusqu'au moment où il y a eu trop de livres de cuisine. Et je suis rentrée un jour dans un magasin d'un gros libraire et je voyais tous ces livres et je me suis dit, cette chose n'a plus aucun sens. Je ne peux plus participer à ça. Il y a trop, il y a trop de livres de cuisine. C'est un travail monstre. J'avais rencontré un médecin aussi qui m'avait dit, vous devriez essayer de manger sans gluten parce que j'avais des petits problèmes. Et du coup, je me suis mise à manger sans gluten. C'était absolument pas la mode sans gluten. Du coup, je me suis dit, je vais écrire un blog. Tant pis, j'arrête les livres de cuisine, j'écris un blog et ça s'est appelé Mise No Gluten, qui est toujours en ligne. J'ai pas publié depuis très longtemps parce que j'ai absolument pas le temps. Mais J'imagine. voilà, j'ai fait ça. Et on est parti vivre à Barcelone, puisque ça faisait partie de nos rêves en commun avec Fabien. Depuis qu'on était étudiant, on voulait partir vivre à Barcelone et on voulait voyager pendant un an. Et ça, on l'avait pas encore fait. Et on avait 46, 47 ans et on s'est dit, bah, maintenant, il faut faire les choses. On avait rénové une maison qu'on a vendue et on est parti vivre à Barcelone avec Capucine, la petite sœur de Victoire, qui est partie, qui a fait un an au lycée français. C'était génial. Barcelone, super Oui, ville c'est une belle ville. où vivre. On a adoré cette période-là aussi. Et jusqu'au jour où, c'est un peu idiot peut-être, mais bon, ça fait partie de notre histoire. On a reçu une facture d'électricité. Et pareil, on s'est dit, cette chose, cette chose n'a aucun sens. Le montant de cette facture est délirante. Si on partait en voyage pendant un an, si on additionne le coût du loyer, le coût de notre vie en Europe, si on part en voyage pendant un an, c'est fort probable que ça nous coûte beaucoup moins cher que de rester là. Capucine rentrait en cinquième, donc c'était un bon âge pour pouvoir partir en voyage. Et sa grande sœur, elle était à Toulouse, elle avait eu son bac, elle faisait ses études à Toulouse, donc on pensait qu'elle viendrait pas. Et quand on lui a dit, écoute, on part en voyage pendant un an, elle nous a dit, je pars avec vous. Donc on est partis tous les 4 Incroyable. pendant un an. Ouais. On est partis tous les 4 pendant un an. J'avais étudié un peu, je m'étais dit, on va essayer de prendre des billets où on organise tout à l'avance, un truc qui est pour se rassurer. Et puis en étudiant la chose, je disais à mon mari, on était au mois de mars, je disais, mais moi, je ne veux pas savoir ce que je vais faire en mars l'année prochaine, quoi. Je veux pas me dire qu'en mars l'année prochaine, je vais être à, je sais pas moi, à Tokyo, je sais pas où. On part juste comme ça. On s'est dit, on prend des vols secs pour Bali, puisqu'on on connaissait Bali depuis quelques années. C'est pas du tout le Bali d'aujourd'hui, hein, c'est le Bali d'il y a 13 ans. Bali, aller-retour. Et entre les deux, eh ben, on s'est dit, on verra. On verra tout simplement ce qu'on fait. Et on a voyagé pendant un an. Donc l'idée, c'était de partir à la découverte d'autres normalités, puisque nous, ce qui nous paraît normal chez nous ici, pour d'autres personnes d'autres pays avec d'autres cultures, c'est totalement anormal. Et la même chose pour nous là-bas. Donc on est parti comme ça, sans a priori, en se disant, ben, on verra bien ce qu'on fait, on verra bien ce qui se passe. Et on est parti un an avec, moi j'avais un appareil photo qui me permettait de filmer. On avait acheté à Capucine une petite caméra qui permettait aussi de projeter les images qu'elle filmait. Et Victoire, elle avait une GoPro et elle filmait. Donc on montrait toutes les trois notre vision de notre voyage en fait.
Donc ça a été une année très créative, très instructive, extrêmement intéressante. On a découvert l'Asie, on est resté en Asie et on est allé en Inde pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et on s'est baladé au gré du vent en fait. Voilà, 1 an de liberté totale qui nous a permis de découvrir l'Asie qui était en plein changement, en pleine construction il y a 12 ans. Je pense que ça, bon, je pense, on y retourne quand même de temps en temps. Ça change beaucoup. Et on a adoré cette période en famille où vraiment notre maison, c'était notre famille, quoi. On se sentait, on n'avait plus de maison, on n'avait plus de clé de maison ni rien, parce qu'on avait vendu notre maison. On avait déménagé comment on dit, dans un container, tous nos meubles à Carcassonne. Et voilà, on est parti les mains dans les poches avec nos sacs à dos. Et moi, plein de carnets dans mon sac à dos. Donc, j'avais plein de carnets, j'avais plein de carnets dans mon sac à dos. Donc j'avais fait des carnets par thème, pour pas que je ne voulais pas que tout soit mélangé dans mes carnets. Donc j'avais le carnet de voyage sur lequel je dessinais, j'avais un carnet d'adresses, j'avais un carnet de notes sur lequel je notais tout un tas de choses. Bon, j'avais plein de carnets comme ça, mais à chaque fois que je devais trouver un carnet, il fallait que j'aille chercher au fin fond de mon sac à dos, et je devenais folle avec cette histoire. J'arrivais jamais à sortir le bon carnet au bon moment. Et donc, Et c'est comme ça oui, justement qu'est né le premier roadbook. qui est né. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'est né le premier roadbook, sauf qu'il avait 6 carnets à l'intérieur. Et donc, on était à Chiang Mai, j'ai vu un morceau de cuir. On arrivait de Tokyo, où j'avais acheté des cordons élastiques de couleurs. Je suis tout le temps en train d'acheter plein de merdouilles partout. Mais parce que dès que je vois un truc qui me plaît, je l'achète. On faisait des expéditions pour la France de colis, de toutes ces petites choses qu'on pouvait trouver qui nous plaisaient. Et là, j'avais les cordons avec moi et sur le marché, c'était en Thaïlande, là, dans le nord de la Thaïlande. Et là, j'ai trouvé une cordonnière sur le marché de Chiang Mai. Je lui ai expliqué, elle parlait pas anglais, elle était très âgée. Je lui ai expliqué ce que je voulais. Et le lendemain, je suis venue chercher, elle m'avait découpé le morceau de cuir, elle avait fait des petites fentes et j'ai mis mes cordons et j'avais tous mes carnets ensemble. Et là, ça m'a changé la vie parce que j'avais une thématique, un carnet par thème et tous les carnets ensemble. Et voilà, et on était sur la route aux 1000 virages avec mon mari dans le Triangle d'Or, donc au nord de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu rentreras en France? Et je lui ai dit, j'aimerais créer une marque de carnet, puisque justement, quand on était à Tokyo quelques jours avant, chez un libraire, dans une grosse papeterie, j'avais passé un temps fou à regarder les gens et je voyais le bonheur que les carnets pouvaient apporter et le bonheur que ça m'apportait à moi, que je savais que ça m'apportait à moi. Et j'avais dit à ma fille, un jour je ferai des carnets justement parce que ça apporte beaucoup de bonheur aux gens. Et voilà, je lui ai dit, je vais faire des carnets. Il m'a dit, tu voudrais appeler ta marque comment? Je lui ai dit Louise Carmen. Et il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que c'est le nom d'un des personnages du roman que je suis en train d'écrire. J'avais commencé à écrire un roman. Et voilà, ça a commencé comme ça en fait, cette histoire de Louise Carmen. Après, j'ai pas mal procrastiné. Parce que bon, il a fallu partir, il a fallu revenir de voyage. Après, quand vous revenez de voyage de 1 an, vous êtes quand même un brin déphasé par rapport à tout le monde, parce que tout le monde a continué à bosser, sauf que vous avez vécu le nez au vent à découvrir le monde. Mais surtout, c'est que oui, vous avez découvert tellement de choses que il faut se rephaser quoi par rapport à ce monde où on travaille beaucoup dans nos pays, on travaille énormément. On est très très axé vers voilà, il faut payer les loyers, payer le chauffage, l'électricité. On est très très pris des charges, voilà, les impôts, toutes ces choses-là. Il m'a fallu quelques mois. On a décidé, là on était dans la haute vallée de l'Aude, dans une maison familiale qu'on a là, et on s'est dit qu'on partait vivre à Paris pour que je puisse développer, donc créer la marque. Notre fille Capucine adorait le théâtre. On m'avait dit qu'il faudrait qu'elle soit sur Paris pour pouvoir assouvir sa passion. Pour mon mari, pour son boulot aussi, c'était plus intéressant. Donc on s'est dit, allez hop, on part à Paris. On a loué un Airbnb à Paris. Donc c'était dans le quartier Montorgueil, puisque c'était un quartier que j'aimais beaucoup, que je connaissais grâce à Cacharel où j'avais commencé à travailler. Et donc on est sorti dans la rue. Je ne sais pas si vous êtes à Paris. Oui, 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 moi Vous je suis n'êtes pas à parisienne. Paris? Oui, vous êtes parisienne, donc vous connaissez la difficulté à Paris pour trouver des appartements. Oh, combien c'est difficile. On est sorti dans la rue, on a levé la tête, il y avait un panneau à louer. Et j'ai dit à Capucine, s'il pouvait y avoir 2 chambres, ce serait quand même vachement sympa. Donc on a appelé,
Nous, on pensait comme en province, vous savez, quand vous visitez un bien, vous êtes tout seul en province. À Paris, nous, on pensait que les gens qui étaient devant la porte, c'était les agents immobiliers. Non, c'était tous les gens qui attendaient pour visiter l'appartement. Bon, au final, on l'a eu, je vous la fais courte. On a réussi à ce qu'on nous le loue. On a été très très convaincants et il a fallu quand même avancer pas mal de mois parce que maintenant ça marche comme ça. Il faut signer tout un tas de trucs et avancer des mois de loyer. Et voilà, et on a passé 7 ans dans cet appartement et c'est là que j'ai créé Louis Carmen. Alors, est-ce qu'on peut juste, avant qu'on parle de Louise Carmen, je voudrais quand Oui, même revenir sur oui, 2 choses que vous avez dites. La première, j'aimerais quand même qu'on revienne sur la création de l'original, c'est-à-dire le tout premier. Vous aviez cette vision, en fait, de ce à quoi vous vouliez que ça ressemble, le premier roadbook. Quand vous êtes allé voir cette femme, vous aviez une vision précise, en fait, que vous vouliez qu'elle réalise? exactement. Oui. D'accord. Je savais exactement ce que je voulais parce que je voulais une couverture dans laquelle je puisse mettre et enlever les carnets hyper facilement. Donc il fallait que chaque carnet soit indépendant les uns des autres et je voulais que ce soit agréable à tenir en main. Voilà, je savais que je voulais que ce soit de cette façon. Je trouvais un joli cuir et je lui expliquais ce que je voulais, fermé par un des cordons que j'avais trouvé donc à Tokyo. Et d'où l'intérêt de voyager, hein. Est-ce que c'est le moment où je vous demande pourquoi vous aviez acheté des cordons à Tokyo ou pas? Oui, ben oui, parce que j'avais bien aimé, il y avait plein de couleurs sympas. Ils sont très forts au Japon en passementerie en fait, hein. Les gros passementiers de luxe sont japonais. Tous ceux qui servent l'industrie du luxe en France, c'est des Japonais. On continue d'ailleurs hein, à leur acheter, ils ont des bureaux à Paris. On continue à acheter à la même marque que celle à laquelle j'avais acheté à Tokyo, ce qui est assez marrant. C'était ultra basique hein, comme carnet, hein. D'ailleurs, il est en photo sur le site, il était vraiment très très basique. Après, quand on est rentré en France, je l'ai beaucoup amélioré, hein. Donc, l'air de rien, vous aviez commencé à créer ce carnet depuis Tokyo juste avec les élastiques. Exactement. Mais je savais pas que j'allais trouver ça, que j'allais trouver ce morceau de cuir à Chiang Mai, ni me dire. Vous savez, quand vous voyagez comme ça, vous avez je sais pas, il y a un état d'esprit qui est complètement différent que lorsqu'on est pris par le quotidien, parce qu'en fait, on n'a pas de quotidien. Chaque jour est une découverte et ça ouvre vraiment la créativité. Bon, moi, j'ai une petite tendance à être créatif quand même, Oui, quand même. donc ça n'a pas modifié mon état, ce qui fait que tout ce que je voyais était l'occasion d'avoir des idées et de faire quelque chose. Mais voilà, j'ai eu en route pendant ce voyage donc un roman que j'ai toujours en tête, hein, j'ai toujours en tête de Ah, vous l'avez l'écrire. pas J'ai dit à mon fini? mari, non, je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Je ne pouvais pas et développer Louis Carmen. Souvent, on se rend pas compte, mais créer une marque, c'est un travail gigantesque. Bon, les gens n'ont absolument pas idée de ce que ça représente comme travail. Et en même temps, bon, j'avais Capucine qui avait 15 ans, donc il fallait s'en occuper aussi. Voilà, je pouvais pas tout faire en fait. J'étais pas super inspirée pour écrire mon livre à Paris non plus, hein. Vous retrouvez dans un appartement de 57 mètres carrés, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres parce que vous donnez sur la rue Montorgueil et il y a du bruit, c'est pas un truc inspirant. Voilà. Moi, j'ai besoin pour se développer, pour écrire ce livre, j'ai besoin de voyager et d'être dans un endroit qui m'inspire. Et puis, ce sont deux gros projets. Bon, moi, j'arrive pas. Il y a peut-être des gens qui arrivent, moi, j'y arrive pas, hein. J'ai besoin d'être focus sur une chose et je pouvais pas être focus sur les deux. Et du coup, il y a une deuxième chose que vous aviez dit qui est tombée dans l'oreille d'une sourde. C'est que les carnets vous apportaient beaucoup de bonheur et que justement, Mhm. vous avez observé qu'ils apportaient aussi beaucoup de bonheur aux autres. Est-ce que vous Oui, pouvez développer un petit peu cette idée? Quel bonheur vous trouvez dans le carnet? Quel bonheur vous observez justement aussi chez les autres? C'est quoi ce rapport au carnet? je pense que après avoir rencontré des centaines et des centaines de clients, même si je suis très, très peu en contact maintenant avec nos clients, mais en fait, c'est une porte ouverte à toute une créativité, une page blanche. Avec cette page blanche, vous donnez un crayon à papier à quelqu'un, à 10 personnes différentes, chacun fera quelque chose de différent dessus. Et donc, c'est un mode d'expression, c'est un moyen de clarifier ses idées aussi, beaucoup plus facile que l'ordinateur en fait. On est en tête à tête avec soi-même et par le biais de son carnet. C'est le carnet en fait qui permet de faire le lien entre tout un tas de choses qui peuvent se passer dans notre esprit. On n'arrive pas à se focaliser. Ça peut être des choses créatives où on a la tête complètement débordante de problèmes. Prenez un carnet et un stylo,
un cahier, une feuille, n'importe quoi. Mais une feuille, ça marche moins bien, je trouve. Je pense qu'avec un cahier ou un carnet, je sais pas si c'est parce que c'est relié, ça vous permet de mieux écrire et de laisser aller le fil de vos pensées. Pour dessiner de la même façon, vous pouvez faire des carnets de voyage. Donc c'est vraiment du rêve. Vous pouvez prendre des notes professionnelles qui vous permettent, ça vous permet d'avoir un support. Il y a très peu de gens, on me disait quand j'ai commencé les carnets, plus personne n'utilise les carnets. Écoutez, une réunion où tout le monde est sur son ordinateur en train de prendre des notes, c'est assez rare. Ça doit exister dans des entreprises, mais ça empêche d'être créatif en fait. Certains milieux, peut-être certaines professions, peut-être que ça fonctionne, mais dès qu'on est dans une profession qui nécessite de faire appel à sa propre créativité et à la plus-value que chacun d'entre nous peut apporter, parce qu'on est tous différents et on peut tous apporter une plus-value créative ou intellectuelle ou culturelle à quelque chose, donc on n'est pas mieux que le carnet de notes. Et c'est également un outil. Donc ça appelle au voyage, ça appelle à la réflexion, à l'introspection, ça permet de figer des idées. J'ai commencé depuis un peu plus d'un an un journal de 5 ans que je fais sur un de mes carnets d'ailleurs. J'avais fait une capsule là-dessus, j'avais fait la capsule le journal de 5 ans. Et il y a certaines personnes qui me disaient mais je comprends pas, ça sert à rien. C'est génial en fait ce journal de 5 ans parce que tous les soirs j'écris quelques lignes et je lis ce que je faisais le même jour l'année précédente en fait. Et c'est génial de voir l'évolution ou la non-évolution. Je me dis, ma pauvre fille, t'en es toujours au même point. T'en es toujours à dire que tu travailles trop. Ça arrive, hein, moi ça m'arrive parfois quand j'écris, je me dis mais je vois que j'ai écrit plusieurs fois la même chose, je me dis mais qu'est-ce qui t'arrive, Rim? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Il y a un truc, il va falloir un se truc poser qui tourne là-dessus. en rond, ça va pas du tout. C'est vrai. On change de page, on met Ouais. le sujet, comment on peut s'en sortir. Du coup, je change de couleur Et c'est de beaucoup. stylo. Voilà. Et je fais ça aussi. J'ai mes stylos plumes avec plein de couleurs. Un vrai plaisir aussi d'utiliser des stylos plumes ou des stylos différents. Voilà, donc je pense que le carnet, ça appelle à quelque chose qu'on a, chacun d'entre nous, on est tous uniques, et ça nous renvoie à cette chose unique qu'on a en nous. Alors il y a des personnes qui ont peur, qui disent «Ah, les carnets sont trop beaux, j'ai peur de l'abîmer en écrivant». Et alors ça me fait tellement de peine quand on me dit ça. Ça me fait de la peine parce que je dis mais non, mais ils sont rechargeables. Vous pouvez arracher les pages, c'est pas grave. C'est pas important. L'important c'est d'écrire, d'essayer de développer sa pensée, de développer un projet, de comprendre quel est ce rêve qu'on a, de faire des dessins sans même réfléchir à ce que l'on fait. Voilà, mais il faut pas avoir peur d'abîmer un carnet. Moi, en plus, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup de carnets, j'en ai partout, je les cache partout. Donc moi, je me suis dit, ah super, quelqu'un a créé quelque chose de pratique, organisé. J'étais vraiment ravie. Et c'est vrai qu'en fait, la première fois que j'ai eu dans les mains, il a quelque chose de très précieux, en fait. Il devient précieux. Il y a Mm. quelque chose de l'ordre de, outre le fait qu'il soit effectivement, qu'il soit beau, qu'il sente bon. Enfin, en plus, il y a un rapport à l'odeur aussi. Enfin, dans mon cas, Ouais, il et au toucher, au et au toucher toucher, aussi. exactement. Et tout Mm. à coup, il a quelque chose, en plus, il est dans une petite pochette, et tout d'un coup, il a quelque chose de précieux. Je peux comprendre que ceux qui, en plus, n'ont pas trop l'habitude, ça le sacralise un peu, quoi. Et après, il y a une relation qui se tisse, je trouve, avec le carnet. Ensuite, il y a le cuir qui se patine. Exactement. On me dit, j'ai peur d'abîmer la couverture. Mais non, mais de toute façon, la couverture, elle s'abîmera, elle va se patiner et ce sera votre carnet. Le vôtre aura une rayure là que quelqu'un d'autre n'aura pas. Voilà, donc je pense que c'est ça, la relation au carnet, c'est l'imaginaire qui se met en route, je pense. L'imaginaire que ce soit pour se dire, ah mais ça va être super pratique pour moi, parce je vois qu'il y a beaucoup de médecins, de dentistes, de professions médicales qui achètent nos carnets. Il y a beaucoup d'avocats aussi, il y a beaucoup de jeunes, d'architectes évidemment. Oui, en fait, ça se fait pas par profession. En fait, tout le monde, à partir du moment où on est dans une profession un peu créative et chef d'entreprise, même les start-upers, beaucoup, beaucoup, on peut imaginer beaucoup de comédiens, on a beaucoup de comédiens, on communique pas sur les noms parce qu'on n'a pas demandé les autorisations Quand voilà. j'entends effectivement les professions là que vous citez, ou les start-upers, ou les chefs d'entreprise, il y a vraiment un usage de je rassemble toute forme de pensée finalement dans un même support que je peux emmener partout avec moi. C'est aussi le point qui vient toucher l'ensemble des professions, quelles qu'elles soient, créatives ou structurelles d'ailleurs. Exactement. À partir du moment où on doit écrire quelque chose qui vienne de soi, moi je m'aperçois que si j'essaye de le faire sur mon ordinateur,
J'ai une partie de mon cerveau, c'est terrible. C'est comme quand il y a du chocolat dans mon frigo, ça me fait le même effet. J'ai une partie de mon cerveau qui est là et qui se dit, tu devrais aller voir à tel endroit sur Internet. Si j'ai du chocolat dans mon frigo, je me dis, j'ai du chocolat. Et j'ai une partie de mon cerveau qui processe, alors que si je suis toute seule avec mon carnet, c'est moi qui vais réfléchir. Je vais pas me dire, va voir ce qui se passe ou ce qui a pu être dit, quelle citation de je ne sais qui. C'est moi avec moi-même et voilà. Et là, j'arrive à faire quelque chose de personnel. J'adore écrire les newsletters. Et souvent, on me dit que mes newsletters, elles sont touchantes, marquantes. Et je pense que c'est parce que je les écris de cette façon. C'est-à-dire, je ferme mon ordinateur, je me mets dans un coin, je me mets dans un petit coin là où je suis, où je me sens bien, et j'écris et je me dis, qu'est-ce que tu veux dire? Et pas où est-ce que tu peux trouver quelque chose de cool. Si je suis sur mon ordinateur, je me dis, tiens, qui est-ce qui aurait pu dire un truc cool? Et là, c'est nul en fait de faire ça, parce qu'on ne fait que faire ce que fait tout le monde. Le meilleur moyen, c'est de fermer cet ordinateur, prendre son carnet de notes, des crayons. On peut écrire dans tous les sens, barrer, graver, faire des flèches. Voilà. J'adore. Alors que sur mon ordinateur, je suis figé sur un format. Et en plus de ça, sur l'ordinateur, on a tendance à effacer ce qu'on a écrit, alors que ce qu'on a écrit peut être super important, parce qu'on perd tout le fil de la pensée, parce qu'on efface et on réécrit dessus. On n'a pas de profil particulier. Les clients, ils ont entre, je dirais, 15 et 90 ans. On a un cuisinier qui est venu acheter un Magnum. Chez nous, le Magnum, c'est le grand format, pour mettre dessus toutes ses recettes pour le transmettre à son petit-fils qui avait 12 ans. C'est Je beau trouve ça ça. trop génial. C'est beau, hein? Après, il y avait la grand-mère qui vit à Marseille avec sa petite fille qui vit à Paris. Elles avaient acheté un roadbook. Le roadbook, c'est avec 3 carnets et c'est une taille M, donc intermédiaire. Et elles se envoyaient le carnet par la poste et elles font des dessins à 4 mains sur le carnet. Je trouve ça génial. Il y a une Ah ouais, créativité, du lien, c'est beau, hein. exactement. C'est très beau. Exactement. Du coup, j'ai écrit, c'est un e-book qu'on télécharge sur le site, 89 façons inspirantes d'utiliser vos carnets. Et j'ai mis des tout petits paragraphes sur des idées. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés au début, lorsque vous avez créé Louise Carmen, et comment vous les avez surmontés? Alors, au début, le plus grand défi, je ne connaissais absolument rien à la maroquinerie, mais rien, rien du tout. Moi, je connaissais la confection. Donc, la confection, vous achetez des rouleaux de tissu, dépliés, vous coupez. Le cuir, c'est complètement différent. En fait, vous achetez des peaux, toutes les peaux sont différentes, et chaque pièce du carnet est coupée une par une. C'est-à-dire que chaque carnet a eu sa pièce. La couverture a été coupée en une fois, alors que quand vous coupez, je sais pas, vous coupez un chemisier dans le textile, vous coupez des matelas énormes avec des énormes scies et vous coupez 500 manches peut-être d'un coup, alors que là, c'est vraiment un par un. Après, il faut savoir choisir les cuirs, chaque cuir réagit différemment. Donc déjà, il a fallu se former à ça. Et là, je suis allée au salon du cuir à Paris. J'allais voir j'étais assez surpris d'ailleurs, j'allais voir les gens qui avaient des stands et je leur expliquais, je leur disais voilà, je n'y connais rien. Je voudrais créer une marque de carnet et alors ils me regardaient un peu bizarre et en général ils étaient assez touchés. Ils me disaient non mais c'est bien ce que vous faites parce que la plupart du temps les gens n'y connaissent rien et ils font comme s'ils savaient. Alors que là ils avaient envie de m'aider en fait. Ils avaient envie de m'expliquer. Alors certains me disaient bon ma petite dame il faut commander 50 mètres carrés. Alors 50 mètres carrés c'est je sais pas, 3000 carnets, je sais pas combien on peut couper là-dedans. Donc évidemment c'était beaucoup trop. Donc premier défi après, c'était évidemment, il a fallu faire les prototypes, les premiers prototypes. Moi, je ne sais pas faire des prototypes, donc j'ai acheté chez Ikea les tapis en vachette, vous savez, qu'ils vendent chez Ikea. Et je les découpais avec des ciseaux pour essayer de faire mes modèles, parce que j'ai besoin de passer par une phase de moi je fais pour pouvoir expliquer ce que je veux faire en fait. Je les cousais à la main pour pouvoir montrer après. J'avais trouvé une styliste spécialisée dans la maroquinerie et elle m'a fait un premier modèle. Ça m'a coûté super cher. Et donc c'est une question du budget hein, qui coûte assez cher. Et après, il fallait trouver les fabricants. Et là, ça a été hyper compliqué de trouver les fabricants. Justement, un de ces tanneurs qu'il y avait sur le salon du cuir, je suis allée le voir pour lui acheter quelques pièces de cuir. Je suis allée le voir dans son dépôt et je lui ai demandé s'il connaissait un fabricant. Il m'a donné quelques fabricants et puis après, de fil en aiguille, comme ça, j'ai réussi à trouver des fabricants, mais
ça a été quand même assez épique, quoi. Il y avait des fois, on se disait avec Fabien, on hallucinait, on se disait, on va jamais y arriver. C'était très très compliqué, mais on y est arrivé. Et puis après, il y a la question tout de suite qui arrive, ce qu'on appelle le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est l'argent dont vous avez besoin pour pouvoir acheter votre stock, en fait. Vous avez besoin d'avoir de l'argent immobilisé pour pouvoir acheter le stock. Et le cuir, ça coûte très très cher, la fabrication aussi. Le stock, vous savez pas trop combien vous allez devoir fabriquer de pièces. Et totalement par hasard, et je voulais faire un salon aussi. J'étais chez un autre fabricant qui était à Paris, dans le 20e. Et là, j'ai rencontré deux filles très, très chouettes qui avaient une marque de sac depuis de nombreuses années. Et je leur ai dit, vous ne voudriez pas qu'on fasse ensemble le salon maison et objets? Et parce que ça coûte super cher, ça coûte une fortune de faire ces salons. Et elles m'ont dit, mais tu sais, tu as droit à des aides. Et donc, je leur ai dit, mais il faut que je contacte qui? Et elles me donnent un nom, mais je le retiens mal, ce nom. Et donc, je cherche, j'appelle, au lieu d'appeler ADC, j'avais pas compris ADC, j'avais compris le CNC, ou en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un truc, je savais que ça finissait par C en tout cas, et c'était le Conseil national du cuir. Ils m'ont dit, ah non, non, nous on donne pas de subvention, mais par contre, il faut appeler ADC. J'appelle ADC, c'est au-delà du cuir, et ADC, elle me dit, ah non, nous on fait pas ça. Je dis, mais vous faites quoi alors? Elle me dit, nous on accompagne des jeunes marques qui veulent se lancer. Je dis, mais c'est moi. Moi, je, moi, moi, je suis une jeune marque qui veut se lancer. Et totalement par hasard, en fait, je suis tombée sur eux. Et en fait, je suis rentrée chez ADC, qui était une pépinière pour aider les jeunes marques, justement, qui voulaient se lancer, parce que le Conseil national du cuir s'est rendu compte que pour créer les marques du futur, il fallait les aider au départ, parce que c'est extrêmement compliqué. Vous pouvez pas emprunter, personne ne vous donne d'argent, et il faut de l'argent. Donc, en fait, on serait un peu voué en France à se retrouver sans renouvellement. Et voilà, je suis rentrée chez ADC, ça m'a beaucoup aidé. Bon, il a fallu présenter un dossier, passer devant des commissions, etc. Et j'étais très motivée. Vous aviez en plus déjà le produit, hein, clairement, donc c'était le roadbook, le J'avais, premier carnet, mais il y avait aussi tout hmm, ce qu'on de l'ordre du business plan, enfin, fallait pousser un peu l'image de marque comme voilà, ça ou c'était exactement. OK. Il fallait expliquer ce qu'on voulait faire. Et je sais pas pourquoi, les carnets de notes, c'est jamais vraiment pris au sérieux. D'ailleurs, quand j'ai voulu créer mon entreprise, je savais pas du tout, mais pas du tout par quel bout commencer. J'étais sur ma montagne dans l'Aude et j'ai cherché sur Internet comment créer son entreprise, comment se faire aider, accompagner, etc. Et on m'a dit, il faut aller chez Pôle emploi. Et donc, j'ai cherché le pôle emploi le plus proche de chez moi, qui était Limoux, qui est une ville de l'Aude. Et je vais chez Pôle emploi et la dame de Pôle emploi, elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis des carnets de notes. Elle me dit, mais plus personne n'utilise des carnets de notes. Vous n'avez pas créé une entreprise qui fait des carnets de notes. Plus personne n'utilise ça. Et je lui ai dit, elle me dit, mais pourquoi vous venez me voir? Ben, je lui dis, ben, regardez, il y a un poster, il y a marqué, vous voulez créer une entreprise, venez nous voir. Donc je suis là. Je viens vous voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Je dis, bah, je sais pas, je peux vous payer si vous voulez le prix du transport entre votre village où vous étiez jusqu'à chez nous. C'est 45 minutes de route. Je dis, mais ça, je m'en fiche. Moi, je voudrais autre chose quand même. À force de réfléchir, à force de réfléchir, Vous êtes déplacé pour qu'on vous paye le trajet, c'est fabuleux quand même. voilà. Je veux pas ça quand même, je veux autre chose. Elle a réfléchi, elle me dit, bon, à la chambre de commerce, il y a un truc, je vais essayer de voir si vous pourriez avoir un rendez-vous avec eux. Et je suis tombée sur un monsieur vraiment très bien. Et moi, j'avais fait tous mes calculs avec une SARL. Et il a regardé mon papier. Il m'a dit, alors là, laissez tomber tout de suite. C'est le chemin le plus court pour planter votre boîte immédiatement. Si vous faites une SARL, vous n'aurez pas gagné un seul euro, Que que vous aurez déjà, il va déjà. falloir avoir payé plein de charges. C'est ça. Donc, laissez tomber, créer une auto-entreprise. Je savais pas que ça existait, moi, les auto-entreprises. Il m'a expliqué l'ACRE, les auto-entreprises, tout ça. Mais bon, je me serais arrêtée à cette dame de Limoux et à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit les carnets, plus personne ne les utilise. Voilà, les carnets, ça marche pas, etc. Voilà. Et puis après, il y avait toute cette question. Moi, je voulais développer l'entreprise sur Internet. Mais sur Internet, il faut beaucoup de temps. J'avais 0 followers sur Alors, Instagram. attendez, je me permets, parce que ça, c'est un gros chapitre que je voudrais qu'on développe. Donc, juste pour replacer le contexte pour nos auditeurs, donc, vous décidez de lancer vos carnets suite à ce voyage. Vous arrivez Exactement. à Paris
et vous vous dites: «OK, j'y vais» et là, donc c'est la quête pour trouver les fournisseurs, comprendre comment ça fonctionne. Vous créez votre auto-entreprise et ensuite, il y a toutes ces histoires avec le Entre-temps, j'avais fait donc un prototype qui était très sympa et mon mari qui avait rendez-vous avec le printemps, il m'a dit: «Tiens, je vais prendre, ton carnet et je vais leur montrer pour voir ce qu'ils en pensent». Je lui dis: «Mais non, mais il y en a qu'un et je ne sais absolument pas où je vais le faire fabriquer, j'ai qu'un prototype». Il me dit: «C'est pas grave, je verrai, test, ouais, et ben le retour. je vais voir leur réaction». Il revient, il me dit: «J'ai jamais vu ça, ils ont adoré, et ils veulent qu'on soit à la boutique noire de Noël». Je dis: «Mais on n'a pas un carnet, on n'a pas de fabricant, on n'a rien, comment veux-tu? On n'a pas de cuir, on n'a pas d'argent pour fabriquer. Comment veux-tu qu'on fasse ça? C'est pas possible». Oh, j'adore! Et donc, on leur a dit que pour cette année, c'était un peu short, qu'il fallait qu'on trouve un fabricant. Ah, je m'y attendais pas, je pensais que vous aviez dit oui! Alors, mon mari aurait fait ça, moi non. Moi, j'ai freiné des cas de fer. Je lui dis, attends, moi, j'ai besoin que ce soit, j'avais besoin de temps. J'avais mon idée en tête, mais j'avais pas le bon fabricant, j'avais pas, et je voulais pas faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, quand on fait des choses comme ça, on se retrouve à faire ce que tout le monde vous dit de faire. Et parfois, il faut dire non, il faut prendre le temps, prendre le recul, et quitte à prendre un chemin plus long, mais au moins vous faites ce que vous avez que vous ne savez pas forcément. Alors moi, parfois, je ne sais absolument pas expliquer ce que je veux faire, mais je sais ce que je veux pas faire. Et je sais où je ne veux pas aller. Vous aviez une vision J'ai pour une Louis vision, Carmen, mais quoi. voilà, je savais que ça, je voulais pas. Je voulais pas précipiter. Donc ce qu'on a fait, c'est comme il fallait quand même gagner un peu quelques euros pour vivre à Paris, qui n'est Accessoirement. pas une petite ville avec des loyers exorbitants. On a commencé par faire du corporate en fait, en cadeau d'affaires. Voilà, on a un peu vendu, ça nous a permis de tester. On a fait un premier salon cadeau d'affaires et sur ce salon, c'était une catastrophe. Ce salon, il était horrible, vraiment très très moche. C'était une horreur. J'aurais pu pleurer, je crois, sur mon stand. Il n'y avait pas de lumière. Il était minuscule. Il y avait une moquette verte et sur les murs, il y avait des moquettes violettes. Et mes carnets, c'était horrible. Non, c'était vert sur les murs, un vert pétard, là, un vert anis. Horrible. Et c'était un salon du corporate. Et j'avais dit à mon mari, avant de faire le salon maison et objets, j'ai jamais fait de salon de ma vie. Je voudrais commencer un one shot pour tester en fait ailleurs pour voir comment ça se passe un salon. Mais à ce moment-là, vous aviez trouvé vos fournisseurs, tout ça, c'est-à-dire que ça y est, les Oui, carnets étaient fabriqués. j'avais un fournisseur et j'avais deux modèles et un portfolio qu'on met à l'intérieur du carnet, vous savez, pour Oui, s'organiser. Et j'avais présenté donc mes carnets. Il n'y avait pas de lumière. J'avais ramené une lumière de chantier de chez moi pour essayer d'éclairer ce stand en pour qu'on ne nous voyait pas. frontal. Et voilà, avec lampe frontale, c'est à peu près ça. Mais curieusement, les gens s'arrêtaient devant ce petit stand. Et tant et si bien que bon, on trouvait pas de clients, parce qu'autour de nous, il n'y avait que des gens qui vendaient des clés USB, des trucs comme ça. Vous voyez, c'était ce niveau de Ouais. cadeau d'affaires. Mais il y avait des gens qui s'arrêtaient, qui me disaient, ah, ça c'est génial. Ah ben, regardez le portfolio, mais si vous faites ça avec un seul carnet, moi j'adorerais, parce que trois carnets c'est trop. Et à un moment donné, le dernier jour, au dernier moment, il y a deux filles qui se sont arrêtées, deux filles qu'on sentait, on les sentait dans les affaires faire des choses intéressantes. Et donc, elles se sont arrêtées et il se trouve que c'était deux personnes qui s'occupaient du salon Première Vision, qui est le salon du cuir en France et qui est dans le monde entier en fait, Première Vision. Ils me disent, mais on adore ce que vous faites, c'est trop génial, c'est super. Moi, j'ai mon petit stand avec ma lampe frontale. J'avais amené je faisais payer les gens je m'étais dit pour rentrer dans mes frais, je vais vendre mes produits parce que les gens veulent me les acheter tout de suite et on trouve pas de clients pour nous acheter en corporate ce qu'on aurait voulu avoir. Et du coup, elle m'a acheté un carnet, on a échangé les adresses, c'était Cécile, c'est devenu une super copine à moi maintenant. Et on se connaissait absolument pas. Et elle m'a dit, ça pourrait nous intéresser, on fait des cadeaux à nos meilleurs clients, tout ça. Ils nous ont commandé 50 carnets pour tous les meilleurs clients, comment on dit, les people du salon Première Vision. Et il y avait toutes les grandes marques, Paul Smith, tout ça, Paul Smith qui venait dans un salon spécial, et ils lui ont offert mon carnet et tous les stylistes en fait français qui sont passés par là, dont Serge Ben Simon qui est passé et qui a eu son carnet, il a ouvert, il a dit qui est-ce qui fait ça? Je veux rencontrer cette personne. Et donc, Cécile m'a appelé et elle m'a dit, il y a Serge Ben Simon qui veut te parler. J'ai appelé Serge Ben Simon, on a pris rendez-vous. Moi, je n'osais pas l'appeler, j'étais
terrorisée, mais complètement terrorisée. Pourtant, je devais avoir 49 ans ou 50 ans. Et j'étais terrorisée à l'idée de l'appeler parce que je me disais, mais j'ai mon petit carnet là, ce monsieur, il a fait un truc incroyable. Et je suis allée le voir, on a passé un moment très sympa ensemble à discuter. Après, c'est mon mari qui a pris la suite pour la vente parce que moi, c'est trop passionnel, quoi. C'est extrêmement compliqué de vendre ce qu'on crée soi. Moi, je trouve ça très, très difficile. Et donc, c'est Fabien qui a pris la suite et nous avait acheté des carnets. Alors justement, Serge Ben Simon, qu'est-ce qu'il voulait en fait en vous rencontrant? C'était quoi son Je intention? pense que c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui a toujours beaucoup voyagé, qui a vu dans ce carnet quelque chose de différent par rapport à ce qu'il avait pu voir ou ce qu'il devait voir depuis pas mal de temps. Moi, j'arrivais de mon 1 an à Barcelone, plus 1 an de voyage, plus 1 an sur ma montagne. J'étais complètement déconnectée de ce qui se faisait, en fait, et je ne faisais que ce que moi j'avais envie de faire, en fait. Et au lieu de faire ce qui se fait et copier ce que d'autres faisaient, ah, ça marche, c'est ce qu'il faut faire. Non, moi je faisais mon truc, ma vision, c'est-à-dire vendre mes carnets. Ça me permet de rebondir aussi sur votre vision. Au début, quand vous avez lancé le carnet, c'était surtout l'organisation, le fait que tout soit rassemblé. Quand est-ce qu'est arrivée la personnalisation? Alors, la personnalisation, elle est arrivée tout de suite. On a acheté le truc le moins cher possible qu'on ait pu trouver pour graver déjà les initiales. Et moi, ce que j'ai toujours fait, même sur mon carnet de voyage, quand on est parti 1 an en Asie, Louis Carmen n'existait pas. Donc, je suis partie avec des Moleskine, parce que j'adorais le format de Moleskine. Et mon Moleskine, c'est devenu un truc avec plein de collages, des bijoux, des machins qui pendaient dans tous les sens. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour faire tenir, pour coller, scotcher, tout ça. Et mes carnets Louis Carmen, tout de suite, immédiatement, je leur ai rajouté plein de choses, plein de bijoux, tout ça. Et on me disait, ah, c'est sympa ces bijoux. Et au bout d'un moment, au bout de 2, 3 ans, j'ai rajouté des bijoux que j'ai trouvés dans le Marais, en fait, que j'ai fait dorer dans le Marais à leur fin, mais il a fallu que j'apprenne tout ça, que je trouve l'endroit. Et que je le faisais pour moi, parce que je pensais pas que ça puisse intéresser d'autres personnes d'accrocher des bijoux, en fait. Et c'est en voyant mon carnet dans la boutique, en voyant mon carnet que je laissais au bon marché, parce qu'on faisait des pop-up au bon marché. J'ai toujours fait ça et les gens me disaient, ah, j'adore ce que vous avez fait, comment je peux faire? On se disait avec Fabien, il faut absolument qu'on arrive à rajouter des bijoux et à faire ça. Et voilà, donc en fait, on a évolué avec souvent mes clients comme miroir par rapport à ce que je fais pour moi. Et je pense que en général, je pense que ça va intéresser personne. Et en fait, je me rends compte que ça plaît à plein de gens. Et je trouve ça intéressant parce que la plupart du temps, toutes les histoires que j'entends, c'est ça, c'est bah écoute, au départ, je l'ai fait pour moi, je pensais pas que ça allait intéresser, Mhm. j'ai plein de gens qui m'ont demandé, du coup, je l'ai mis à dispo et c'était parti. Et je trouve ça vraiment en fait assez incroyable parce que j'ai la sensation que justement depuis cet espace de création du soi, Exactement. il y a une version tellement, il y a quelque chose de tellement authentique qu'il y a peut-être aussi une pudeur à proposer cette authenticité alors que finalement, c'est ce que les autres cherchent. Comment dire, oui, comme c'est personnel, on se dit, ben ça va pas, ça intéresse pas les autres, en fait. Ouais, ça intéresse pas les autres. Puis vous croisez une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, et vous vous dites, ben en fait, tout le monde me le demande, donc peut-être que ça, ouais, il y a peut-être quelque chose. Voilà, donc ça a commencé comme ça, en fait, toutes ces personnalisations. Mais les personnalisations, c'est à l'infini. C'est-à-dire que des idées de personnalisation, j'en ai à l'infini, sauf que ça peut rendre ce qu'on propose totalement illisible. Donc, du coup, on a créé une offre qui s'appelle Bespoke, donc sur mesure en anglais, ça veut dire, où là, les personnes peuvent nous demander, ce que j'avais fait pour moi d'ailleurs, d'écrire une phrase. Moi, j'avais écrit la phrase de Bowie à la main. We can be heroes just for one day. On peut être des héros juste pour un seul jour. Et j'avais fait faire un fer spécialement pour moi et j'avais gravé mon carnet comme ça. Et j'avais aussi pris un dessin de ma fille et j'avais fait un fer et j'ai gravé un de mes carnets avec le dessin que m'avait fait Capucine quand elle était petite. Et en fait, on s'est rendu compte que ça aussi, c'était quelque chose que les gens pouvaient avoir plaisir à faire sur un carnet d'une vie. On est en train d'essayer de structurer cette proposition. Pour l'instant, c'est juste une page sur le site, il y a marqué Bespoke et voilà. Et les gens envoient un email pour nous dire ce qu'ils veulent.
On peut pas tellement personnaliser qu'à un moment donné, il faut s'arrêter parce que c'est trop compliqué. Les équipes ne suivent plus derrière parce que c'est trop compliqué. Pour les gens, tout devient trop compliqué. Le site, il devient illisible. L'offre dans la boutique devient illisible. Donc, à un moment donné, on est obligé de s'arrêter. Mais des idées, moi, j'en ai j'en ai des milliers de personnalisation. Ou peut-être dans un temps. Il y a des étapes aussi dans une entreprise d'évolution, donc une fois que c'est bien identifié. Et d'ailleurs, en termes d'organisation, parce que vous êtes une entreprise familiale, Oui. vous avez dit qu'au départ, vous aviez commencé toute seule. Donc pendant combien de temps vous êtes restée seule? Et aujourd'hui, comment vous vous dispatchez les tâches, notamment avec votre mari? Est-ce que finalement, vous êtes plus sur la création, lui sur la partie vraiment business? Comment vous vous Moi, organisez? je suis plutôt création, stratégie de communication, développement de produits, stratégie, vision de l'entreprise. Ça part d'une idée que j'ai et on en discute tous les deux. On a un truc tous les deux, c'est qu'on va marcher tous les matins. Donc quand on était à Paris, on allait marcher à 5 heures du matin, tous les deux, parce qu'il y a trop de bruit après, au calme. Et donc on fonctionne tous les deux. Moi j'ai une idée, je lui explique, je lui dis il y a un truc, j'arrive pas. Ah, il m'aide à essayer de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Et du coup on construit l'offre comme ça tous les deux. Lui, il va s'occuper plus du suivi de fabrication, il va s'occuper plus de tout ce qui est chiffres, qui me prend très très vite la tête. Voilà. Victoire, elle s'occupe de faire les films sur les réseaux sociaux. Alors, elle fait pas toute la création de contenu, elle fait les films où il y a des personnes qui viennent et qui créent leur carnet. Elle a plein d'idées, Victoire, elle est très créative. Elle trouve toujours tout un tas de trucs à faire, très, très rigolo et très sympa. Après, moi, je réponds à une partie des messages sur les réseaux sociaux, c'est Instagram. Victoire, elle s'occupe exclusivement de TikTok. TikTok, je n'y croyais absolument pas. Je croyais pas du tout dans TikTok. Je venais de dire à mon mari, le jour où nos clients seront sur TikTok, il n'y aura plus personne sur TikTok. Parce que je me disais, c'est le truc, il y a que des petits jeunes, quoi, qui sont dessus. Donc avant que ça arrive à des gens un peu plus mûrs. Et le même jour, Victor me dit, j'ai super envie de faire des vidéos sur TikTok. J'ai dit, ben, fais-toi plaisir, ma fille, vas-y, fais des vidéos sur TikTok. Elle fait une vidéo sur TikTok et je crois qu'on arrive à quelque chose du genre 700 000 vues, un truc comme ça. Et là, on voit des jeunes arriver à la boutique, mais non-stop. Des jeunes, des jeunes, des jeunes, des moins jeunes, des grands-mères qui nous appelaient. Il y a ma petite fille qui m'a dit qu'elle voudrait un de vos carnets, mais j'y connais rien, je sais pas comment faire. On avait un peu de tous les profils qui ont débarqué avec TikTok. J'y croyais pas du tout. Ben, il y a les jeunes et les moins jeunes, en fait, ça plaît à tout le monde. Je pense que c'est une authenticité, une sincérité dans ce qu'on fait, où on voit le processus créatif d'une personne qui crée son carnet. Au début, elle était toute seule à la boutique. C'était pendant le Covid, donc il y avait personne. Montorgueil, c'est un quartier à Paris où il y a énormément de restaurants, de bars et d'entreprises de la mode, voilà. Et donc pendant le Covid, tout le monde était en télétravail. Il y avait plus de touristes, parce qu'il y a pas mal de touristes aussi dans le quartier, et tous les restaurants et tous les bars étaient fermés. Donc je peux vous dire que, passage du Grand Serre, il n'y avait personne. Il y avait nous et personne d'autre. Et comme elle devait s'ennuyer, je sais pas, on était sur rendez-vous, on faisait les rencontres sur rendez-vous avec les clients. Elle s'est dit, bah, tiens, je vais prendre une commande pour une commande online et je vais me filmer et je vais dire, bah, telle personne, elle a commandé ça, ça part au Canada. Elle a commencé à faire ses vidéos comme ça. Elle a commencé sur Instagram et après, quand tout a ouvert, on est passé sur TikTok. Et là, il y a eu une première vague d'intérêt. Et après, ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, on avait Isabelle Nanty, qui est super adorable, qui était une de nos clientes, mais une cliente online depuis plusieurs années, qu'elle offre à tout le monde, tous les gens qu'elle aime bien, elle leur offre des carnets Louis Carmen. Et elle nous a dit, ben, maintenant, je vais passer à votre boutique. Elle dit, non, on n'est pas là, mais Victoire sera là, notre fille. Et si vous voulez, on peut faire une vidéo. Elle a dit, ah ben, ok, je suis d'accord. Et donc, on a fait une vidéo avec Isabelle Nanty. Il y a eu la vidéo avec une personne que personne ne connaît, que je ne connais pas moi-même, qui est soit une copine de Victoire, soit quelqu'un qu'elle a rencontré et qu'elle a trouvé cool dans un café ou dans un avion ou je ne sais où, parce que souvent c'est comme ça les gens qui viennent après faire les vidéos, c'est souvent comme ça, elles discutent avec eux. Ah, j'adore les carnets, tout ça, ah, ben viens à la boutique, on peut faire une vidéo si tu veux et voilà et ça a démarré comme ça et là l'an dernier on a eu d'un coup on a eu énormément de monde qui a débarqué à la boutique, qui passait des commandes, et nous, on était tous les trois. On était tous les trois,
Mais on était tous les quatre. Il y avait un copain de Capucine aussi qui était venu donner un coup de main, Charlie, qui nous avait déjà aidé l'année d'avant sur le pop-up du Bon Marché. Il était là. Et là, les ventes ont commencé à monter, les followers sur Instagram. J'avais mis 7 ans à avoir 10 000 followers. Et on est passé, entre octobre, novembre et décembre, on est passé à 60 000 followers en 3 mois. De 10 000 à 60 000 en 3 mois. C'est-à-dire que ça montait tous les jours, mais tous les jours, on gagnait 3 000, 4 000. C'était énorme. Mais avec ça, vous avez les gens qui vous envoient des messages, qui attendent des réponses. On avait la queue devant la boutique. Donc, on avait notre fille Capucine, donc, qui est comédienne, qui a fait le cours Florent. Et elle nous disait, bah, j'ai ma copine Suzanne bah, elle peut venir nous donner un coup de main. Bon, ben ok, dis à Suzanne de venir. Bah, on la prend en freelance et dis-lui de venir nous aider. Et puis voilà. Et on a eu tout un tas de copains et de copines de Capucine qui sont venus nous aider pendant quelques mois. Et là, on a vendu tout le stock. On n'avait plus rien en stock. Poursuivre, vous diriez Mm. finalement que le moment où ça a commencé à, voilà, à prendre en tout cas une direction ascendante, c'est après le passage d'Isabelle Nanty, après le Covid. 1 an après le Covid. Alors, il y a eu Isabelle Nanty. On a tout de suite reçu un message de Louane et de Laurence Boccolini et de plein de personnes comme ça, très sympas du reste, qui nous ont dit j'aimerais bien faire un carnet, et voilà, qui sont venus à la boutique, qui ont fait des carnets, qui ont bien voulu qu'on les filme, et qui ont fait des carnets avec nous. Et après, il y a eu Sandy Jules, qui est un Instagrammeur, YouTubeur, TikToker, qui nous a envoyé un message en nous disant je suis à Los Angeles, j'adore ce que vous faites. Dès que j'arrive de Los Angeles, je viens vous voir. Et donc j'ai dit à Victor, j'ai dit écoute, il y a quelqu'un qui s'appelle Sandy Jules que je ne connaissais pas, mais je vois qu'il a quand même beaucoup de monde qui le suit. Je sais pas quoi lui dire. Donc j'ai dit à Victor, prends le relais et communique avec lui. Il est arrivé vers le 16 ou 17 décembre. Il est venu, pareil, il a fait une vidéo, mais il nous a fait une vidéo absolument fantastique. Les gens viennent, ils font la vidéo. Très souvent, ils refusent qu'on leur offre le carnet. Ils veulent absolument régler leur carnet très, très souvent. Et qu'est-ce qui a fait basculer les choses à votre avis? C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, on n'était pas prêt. Et parmi les choses qui nous ont aidés à nous développer, en 2019, on a levé des fonds. On n'avait pas assez d'argent pour pouvoir acheter des cuirs, faire du stock, pour le bon marché, pour toutes ces choses-là. Donc on s'est dit qu'il fallait lever ce qu'on appelle faire une levée de fonds, c'est-à-dire que vous faites appel à des investisseurs qui vous donnent de l'argent et qui prennent des parts dans votre société. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, voilà, c'est ça. Donc en fait, on a fait une petite levée de fonds qui nous a permis d'ouvrir la boutique. Grâce à cette levée de fonds, la banque a eu confiance, elle nous a prêté de l'argent pour pouvoir acheter le fonds de commerce. Il faut acheter des fonds de commerce à Paris, ça coûte très cher. On venait de voir notre associé donc, et on lui a dit Louise Carmen est prête à exploser. Et je pense que c'était pas Louise Carmen, c'était Nathalie et Fabien qui étaient prêts, qui étaient enfin prêts dans ma tête, parce que jusqu'à présent je disais non, je veux pas faire de pub, trop de pub. Je faisais un petit peu de pub, mais parce que on n'est pas prêt pour les expéditions, on n'est pas prêt. Mais en fait, on était prêt, on n'était pas plus prêt que ça, puisque tout à coup, ça s'est mis à se développer. Mais on était toujours que tous les trois, en fait, hein, rien n'avait changé. Mais je pense qu'on était prêt dans notre tête. Plein de concours de circonstances, les vidéos de victoire, le fait qu'on soit prêt, le fait qu'on le propose à Isabelle Nanty alors qu'on lui avait jamais proposé, qu'on ne la connaissait que par échange de SMS. Hein, on ne la connaissait pas autrement, en fait. Hein. Elle était vraiment adorable d'accepter ça. Ça vous met un petit ascenseur, en fait. Et on a eu plein d'ascenseurs. Plein de gens qui ont repartagé le fait qu'ils avaient acheté un carnet Louise Carmen, qui l'ont partagé sur leurs réseaux sociaux. Je sais pas trop, mais en tout cas, ça a fait ça sur TikTok, ça l'a fait sur Instagram, sur Pinterest aussi, alors que vraiment, j'étais absolument pas sur Pinterest. Je pense qu'on a accepté d'être visible. Je pense que dans notre tête, il y a aussi quelque chose qui s'est passé. Ce que j'aime, c'est écrire, en fait. Et je suis plutôt sur des longs formats. Victoire, elle, son truc, c'est de faire des courts formats, en fait. Elle sait dire, je sais pas ce qu'elle a en tête, je sais pas trop quel est son processus créatif, mais elle me dit, ah, j'ai envie de faire ça va être trop génial. Et elle fait ça, et effectivement, c'est trop génial. Elle a fait, elle a fait une vidéo à un moment donné, effectivement d'ailleurs,
une vidéo qui a fait 850 000 vues sur TikTok et peut-être Instagram aussi. Elle a envoyé un colis à une de ses copines qui finissait ses études de couturière et cette vidéo a fait 850 000 vues quand même. Et c'était incroyable, improbable, totalement. Je dirais, il n'y a personne de connu, il se passait rien, mais c'est vrai que c'était mignon. Elle me dit, j'aimerais bien envoyer à Margot un colis. Je dis, ben envoie à Margot un colis. Je savais pas du tout ce qu'elle allait faire. Elle a fait tous plein de mots sur les feuilles d'emballage là, qui nous servent à mettre dans les carnets. Et elle lui a envoyé tout ça et ça, c'est vrai que c'était mignon. Et Margot, elle était trop contente aussi. En fait, je pense qu'on s'amuse. On s'amuse, on aime bien ce qu'on fait. Je dis à mon mari, on va faire ça, ils vont adorer, je pense qu'ils vont trop aimer. Et c'est le plaisir de se dire que nos clients, ils vont adorer, en fait. On se dit pas, bon, j'ai vu que C'est ça. la prochaine tendance, c'est je sais pas quoi, donc on va faire ça. Je suis incapable. Je sais pas, je le sens là dans mes tripes. Je me dis oui, ça on va le faire parce que ça va être génial. Ça va être trop sympa. Les gens vont aimer. Ils vont être super contents. Toute la journée, on reçoit des messages de remerciements. À la boutique, pareil, la team de vente, là, ils reçoivent beaucoup de messages et en rendez-vous vidéo aussi, hein. C'est incroyable pour un produit usuel que sont les carnets de notes auxquels personne ne croyait. Moi, j'y croyais, mais je pensais que j'étais toute seule. Et c'est quand Fabien allait dans les magasins, dans les boutiques, vous savez, il allait voir des retailers pour essayer de vendre nos carnets. Il me disait, oui, ils me disent que le carnet roadbook c'est trop gros, ils le vendront pas. Moi, j'essayais de vendre mon concept, le roadbook avec le portfolio à l'intérieur, le fait que les pages soient numérotées. Vous avez 3 carnets, vous pouvez mettre 3 thématiques qui sont reliées à. Ça ne passait absolument pas dans les boutiques. Ils comprenaient pas. Mais c'est quand on est arrivé au bon marché là qu'on a rencontré nos clients. Les gens arrivaient et ils nous disaient combien de fois on a entendu ça. On l'entend plus maintenant, hein, mais on l'entendait en 2018, on l'entendait encore. Je suis un peu old school, j'utilise encore des carnets. Je disais, mais moi aussi je suis comme vous, je suis old school. Et si vous saviez combien il y a de personnes qui sont comme vous old school, ne vous inquiétez pas, on est tous très très old school en fait. Ça fait 20 ans que je suis dans le digital. Et donc, quand moi, j'arrive avec mes carnets, on me regarde en me disant, tu Voilà, peux me rappeler ce que tu exactement. fais dans la vie? Je dis, ah oui, mais il faut pas Exactement. tout confondre à un moment. Mais parce que je pense aussi qu'il y a une attention. Vous voyez, par exemple, vous en parliez tout à l'heure par rapport aux réunions. Quand tout le monde arrive avec son PC, en fait, il y a une problématique de concentration, d'attention. Tout le monde est devant l'écran finalement, note à moitié. Il y a des pop-up, des mails qui arrivent. Donc, en fait, il y a une problématique de qualité de présence avec l'écran qui n'est pas du tout la même avec un carnet. On est attentif à ce qui se dit Exactement. afin de noter l'essentiel de ce qui est de l'échange. Un carnet, c'est posé sur une table. Un ordinateur, ça vous coupe des gens parce que ça fait une barrière en fait. Et donc vous avez toute une barrière d'ordinateur et plus personne n'est en relation parce que ça coupe la relation en fait. Alors que le carnet, on peut faire un petit schéma. Non mais regarde, tu vois, je pense que c'est comme ça. Peut-être un dessin, de vous déchirer la page, vous la donner à la personne. Bon, c'est complètement différent en fait. Je pense que les réunions sont totalement différentes si on fonctionne avec un carnet plutôt que caché derrière son ordi ou à part prendre des choses en linéaire. On peut noter en linéaire, on peut pas faire autrement en fait. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler de l'international? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé justement de ce YouTuber à Los Angeles, mais il y a un moment donné où sur les réseaux, il y a eu une direction où il y a eu beaucoup plus d'anglais. D'ailleurs, c'était rigolo parce que je voyais dans les commentaires beaucoup de Français dire Victoire, tu peux parler en français, s'il te plaît? Et je me disais, On je a des souriais. versions beaucoup moins gentilles. Quand même, pour une marque française, vous exagérez, vous pourriez quand même parler au moins en français. Et sauf qu'on fait dans les deux langues, on parle dans les deux langues. Alors, il y a certaines vidéos que Victor reposte qui sont qu'en anglais parce qu'elles étaient sur le TikTok anglais. On a un TikTok anglais, un TikTok français. Mais par contre, Instagram, tout le monde est mélangé. Donc, on essaye de faire dans les deux langues. C'est pas Mais aujourd'hui, on a plus de clients à l'international qu'en France. Donc, si on parle français, personne ne nous comprend. Vous avez ouvert un pop-up store à New York. Vous pouvez nous parler de cette dimension internationale, le Ouais. développement à l'international et puis ce pop-up store en plus qui a été un énorme succès, hein. Alors déjà, Sandy Jules, il était français. Il était juste à Los Angeles pour ses vacances, en fait. Il est revenu à Paris, il est parisien, tout ça. À l'international, on en a mais absolument aucune idée. On ne sait absolument pas comment ou pourquoi. On ne sait pas. Les Américains qui se sont pris de passion pour nos carnets.
Les Anglais aussi. Je sais pas, on a été partagés à un moment donné. Ça a bien commencé quelque part. Je pense que quand on a commencé à avoir une visibilité sur Instagram, oui, on a été contacté par des personnes qui étaient à l'étranger, qui nous ont dit j'adorerais faire une vidéo avec vous, je voudrais que vous partagiez le carnet que j'ai fait. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, mais tout à coup, oui, ça s'est mis à monter assez fort. Le gros du gros, c'est depuis le mois de septembre cette année, depuis le mois d'août, les États-Unis ont pris le devant sur la France, en fait, et sur l'Europe même Ah oui, carrément. donc c'est Il y a récent. les États-Unis, et là maintenant c'est États-Unis, Grande-Bretagne, et il y a l'Australie qui arrive en force là. On a beaucoup aussi dans les Émirats, de plus en plus. En fait, ils ne savent pas qu'on peut expédier chez eux, en fait. À chaque fois, ils nous demandent, est-ce que vous expédiez dans mon pays? On leur dit oui, nous on expédie partout où UPS veut bien, veut bien envoyer des colis. Mais maintenant, oui, les États-Unis sont largement en tête avec ce pop-up qui a été juste une folie. Une folie. On avait dit à Good for the Studies où on a fait le pop-up. C'est ma première cliente sur le salon Maison et Objets. Ça fait 8 ans maintenant qu'elle nous achète des carnets. Et on leur a proposé un cœur de gamme à acheter pour pouvoir répondre à la demande. Au début, Victoire devait y aller toute seule. Après, Victoire devait y aller avec Alex. Et du coup, Victoire y est allée avec Alex et Andrea. Ils sont partis tous les trois. Et ils étaient trop contents parce qu'ils étaient à New York. Donc, c'était trop génial pour eux d'aller faire ce pop-up à New York. Et du coup, le prochain pop-up, ce sera où? Ben, j'en sais rien, mais le plus simple pour nous, ce serait Los Angeles, parce il y a un Français à Los Angeles qui a des restaurants et il a des concept stores et il nous achète des carnets. En fait, on vend à deux retailers, deux boutiques. C'est Good for the Studies et Zinque à Los Angeles. Je vais essayer de me focaliser sur 2 aspects parce que j'avais vraiment ça en tête. La première chose, c'est vraiment sur des aspects de valeur d'entreprise. En plus, vous êtes une entreprise familiale. Il y a quelque chose de très authentique. Quelles sont vos valeurs, en fait, d'entreprise? Ah oui, alors, il y a une règle de base. S'il y a un truc qui peut me faire être assez mécontente, on a reçu un message comme ça, une fois d'une cliente qui disait qu'elle était arrivée de Washington, elle se faisait un plaisir de venir à notre boutique et que il y avait une vendeuse qui n'était pas assez concentrée. Et ça, vraiment, ça c'est un truc qui m'attriste beaucoup parce que je sais que les gens se font un tel plaisir de venir à notre boutique. Je comprends en même temps que c'est long de passer 7 heures dans la journée. Bon, ils ont des pauses, voilà. Mais ça, pour moi, c'est inadmissible. Voilà, la valeur, c'est le client. Il se fait un cadeau pour toute la vie. On est là, mais on a la moindre des choses, c'est qu'on est là pour le client. Voilà, on fait tout ce qu'on peut. Alors, il y a des limites, hein. Tout le monde ne peut pas, les clients ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent sous prétexte qu'ils sont clients. Mais là aussi, il y a quand même des limites à poser pour pas se faire trop cannibaliser, bien sûr. Mais voilà, pour moi, le plus important, c'est le client qui doit être super content et qui doit vivre une expérience unique. D'ailleurs, on a un mode de vente qui est complètement différent de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des concept stores et vous circulez dans les magasins tout seul, vous errez d'un endroit à l'autre et vous essayez péniblement d'attraper un vendeur qui éventuellement, éventuellement, s'il est bien luné, va répondre à votre question. Si vous avez dit bonjour avant et de façon comme il faut. Ce que je voulais, c'est que ce soit une vente au comptoir. C'est-à-dire, on est là et on accompagne la personne qui vient chez nous. On essaye de l'aider du mieux possible dans la mesure de ce qu'on peut faire, bien sûr, dans la création de son carnet. Voilà, c'est le client et le produit et le respect du produit, bien sûr, de bien connaître la marque. Après, il y a tout un tas de valeurs derrière, évidemment, normales dans une entreprise, quoi. À votre avis, quelle est la compétence la plus importante à développer pour réussir en tant que chef d'entreprise? Ou peut-être qu'il y en a plus d'une, hein, mais Alors, je dirais la persévérance. Il y a une espèce de forme de comment dire, je me rappelle plus du mot là, il me revient pas. Je pense que je veux l'oublier. Je veux pas. C'est-à-dire qu'on travaille non-stop, quoi, en fait. On travaille tout le temps. Vous pouvez discuter avec n'importe quelle personne qui crée son entreprise, à part lorsque vous avez dépassé un certain niveau
et que vous avez énormément de personnes en encadrement, en strate intermédiaire, déjà pour déléguer, mais sinon vous travaillez tout le temps en fait. On travaille du lundi au dimanche, les jours fériés, on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du matin au soir, on se lève à 7 heures du matin, on va marcher, on discute du boulot, c'est notre réunion de travail pour lancer le travail et jusqu'au soir 19 heures, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Et quelles sont un peu les étapes clés que vous Alors souhaitez moi, franchir pour y je vais arriver? faire une réponse qui va surprendre tout le monde. J'espère que dans 5 ans, j'aurai écrit mon livre, que je serai au calme et que je pourrai m'occuper de moi, en fait, parce que je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de moi. J'ai pris du poids, je suis fatiguée, je, c'est tellement de travail, c'est tellement de travail c'est beaucoup de travail en fait, on travaille tout le temps. D'ailleurs, les équipes, quand ils me voient arriver à la boutique, ça va Nathalie? Je dis oui, oui, ça va, vous inquiétez pas. Parce qu'ils voient que j'ai répondu à des messages à 2 heures du matin, donc ils s'inquiètent un peu, et nos amis aussi d'ailleurs. Donc on prend pas de vacances, hein. Quand on part en vacances, on part avec des carnets pour faire des photos, donc c'est pas des vacances en fait. Avec des dossiers, il y a toujours un truc super urgent à régler, et qui fait que en fait, les 3 jours où on se disait qu'on allait se reposer, on se repose pas. Donc j'espère que j'aurai du temps pour moi. Donc soit on aura réussi à passer ce cap où on a vraiment un encadrement qui bosse avec nous et nous on peut avoir du recul. Moi je n'aimerais que m'occuper de créer les produits. À la base, mon idée c'est de créer depuis le début le Louis Carmen Café. Louis Carmen Café à Paris, il faut dire que ça coûte une fortune. En fait, de faire un café avec la boutique et le café à côté. J'avais commencé à faire des ateliers carnet de voyage, un truc avec des ateliers aussi. Je commençais un atelier en ligne. J'ai toujours pas eu le temps. Ça fait 4 mois que j'ai la version US. J'ai toujours pas eu le temps de la mettre en ligne. Donc voilà, c'est soit j'arrive à ne m'occuper que de ça. Voilà, il faut structurer l'équipe. Il faut, euh, il faut structurer différemment l'entreprise en fait aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un peu plus de temps en fait. Et parce que la créativité, ça vient pas quand vous êtes en train de vous occuper du problème de je sais pas quoi. Et voilà, on est créatif quand on a du temps en fait, hein, tout simplement. Et voilà, si je veux pas faire des choses bateau et que ça sorte vraiment de moi, il faudrait que j'ai un peu plus de temps. Mais ce qui est super, c'est que tout le long, s'il y a bien une histoire qui traverse tous ces chapitres, c'est celle de votre mariage. C'est fabuleux. Justement, hein, quand on est entrepreneur, puis quand on est passionné, on travaille beaucoup. Les jours fériés, ce sont les autres qui vous rappellent que c'est un jour férié voilà, il y a le calendrier commun. Mais je trouve ça super en fait que votre histoire comme ça, dans l'évolution, vous évoluez dans le même sens Mhm. visiblement, donc c'est beau. Alors, il y a des fois, on s'engueule, hein. Si vous nous voyez marcher au bord Ah du bah oui, je me canal du doute. Midi ou à 5 heures du matin quand on allait marcher au bord de la Seine, vous dire, mais non, je te dis pas ça, je te dis, mais comme on se connaît super bien, en fait, ça passe après. Ça passe. On se connaît depuis toujours, nos parents étaient amis, en fait. Et après, on s'est un peu perdu de vue. Fabien est descendu vivre dans le sud de la France. Et moi, je suis restée en région parisienne. Et après, quand mes parents sont descendus dans le sud de la France vivre aussi, à Toulouse, Fabien était à Carcassonne, on s'est retrouvés, on avait 17 ans. Et voilà, depuis qu'on a 18 ans, on fait nos 400 coups ensemble. Ben écoutez, ma chère Nathalie, l'interview est terminée. Ça Il y va est. faire nuit, hein, bientôt. Oui, c'est vrai. Il y a le- Oui, ouais, il nous voit pas, il nous écoute, mais voilà, merci pour votre générosité, merci pour tous ces partages sur ces différentes étapes de votre vie, ce fil d'Ariane, comme ça, cette histoire. Ah si, j'ai peut-être une dernière question. Qui est Louise Carmen, le personnage de ce roman? Louise Carmen, c'était un des personnages du roman. C'était une jeune femme qui créait des produits, justement, qui créait des choses, qui voyageait beaucoup. Mais du coup, dans mon roman, là, la dernière fois que je l'ai re-regardé, je me suis dit qu'il faudra que je lui donne un nouveau prénom
parce qu'elle peut plus s'appeler Louise Carmen en fait. Pour moi, c'est trop, ouais, c'est trop marqué. Mais c'est pas le personnage principal, hein. C'est un personnage super important, mais c'est pas le personnage principal. C'est un des personnages. Mais c'est un prénom qu'on retient bien en fait. Qui- Je me dis que un jour on va voir des petites Louise Carmen qui vont naître. Je trouve que c'est un joli prénom en fait. Si je l'avais pas donné à ma marque, je l'aurais peut-être donné à une de mes filles. Un troisième enfant si j'en avais eu un troisième. Je trouve que c'est un joli prénom. Merci Rim. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'avoir écouté Le Chemin des Passions. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager le podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Merci et à bientôt!